Pourquoi le racisme rend heureux? La question n'est pas morale, elle est psychologique. Si une idée traverse les siècles malgré son absurdité, c'est qu'elle répond à un besoin profond, le besoin de valeur. L'être humain peut supporter la douleur, il peut supporter l'échec, la solitude, mais il supporte très mal l'idée de ne rien valoir. L'image de soi n'est pas un détail, elle est le centre. Elle détermine la manière dont tu entres dans une pièce, dont tu parles, dont tu négocies. Elle détermine entièrement ce que tu t'autorises à faire ou non. Avant chaque action, une perception entre en jeu. Et cette perception, c'est celle de toi-même. Si tu te vois comme faible, tu anticipes le rejet. Si tu te vois comme légitime, tu anticipes l'acceptation. Et si tu te vois comme exceptionnel, alors tu vises l'exceptionnel. L'action suit toujours l'image. Maintenant, imagine un mécanisme plus simple, un raccourci mental, un moyen d'augmenter immédiatement ta valeur perçue, sans effort, sans compétence, sans transformation intérieure, juste une croyance. Si je m'identifie à un groupe supposé supérieur, je gagne en statut par association. Je n'ai rien accompli, mais je me sens supérieur. Et ce sentiment change quelque chose. Cette hiérarchie est artificielle. Nous sommes au-dessus. Cette phrase suffit à stabiliser un ego fragile. Elle réduit le doute, elle crée une position claire. Dans un monde complexe, avoir une position est rassurant. Le cerveau aime les structures simples, il aime savoir où il se situe. Sans hiérarchie, il y a de l'incertitude. Suis-je capable? Suis-je à la hauteur? Avec une hiérarchie, le doute diminue. Je suis déjà du bon côté. Je n'ai rien à faire. Mais ce mécanisme ne concerne pas seulement la race, il concerne l'appartenance, la religion, la nation, la classe sociale et l'idéologie. À chaque fois qu'un groupe affirme une supériorité intrinsèque, il injecte de la valeur dans l'identité de ses membres. Et leurs valeurs perçues changent leur comportement. Prenons l'exemple du judaïsme. Dans le judaïsme, l'idée du peuple élu structure une part importante de leur identité historique. Être choisi par Dieu, être porteur d'une mission et être distinct des autres. Qu'importe l'interprétation théologique, ce qui compte c'est l'effet psychologique. Grandir avec l'idée que ton peuple est investi d'une responsabilité particulière façonne ton image de toi-même. Tu n'es pas banal, tu es porteur d'une exigence, d'une singularité. Et une telle croyance peut produire discipline, résilience et ambition. Non parce qu'elle prouve une supériorité réelle, mais parce qu'elle construit cette image existante de soi. Et à l'inverse, imagine un individu à qui on répète qu'il est condamné à l'échec, qu'il est inférieur, il ne mérite rien. Il ajustera inconsciemment son comportement. Pourquoi viser haut si l'on se croit structurellement bas? L'image de soi agit comme une prophétie. Elle précède la performance. Un élève persuadé d'être intelligent prend des risques cognitifs. Un élève persuadé d'être mauvais évite l'exposition. Les capacités initiales importent moins que l'autorisation intérieure. Et c'est ici que le sujet devient universel. Le racisme n'est qu'un exemple extrême d'un mécanisme général. Augmenter son image en diminuant celle des autres. Ce mécanisme est rapide, efficace à court terme et donne un sentiment de sécurité. Parce que le statut compte, biologiquement, socialement, inconsciemment. Être du côté fort augmente la sensation de protection et de pouvoir. Mais une estime basée sur la comparaison est instable. Si ma valeur dépend de ton infériorité, je deviens dépendant de toi. Si tu progresses, je vacille. Si tu progresses, alors je faiblis. Une identité construite contre quelqu'un a besoin d'un adversaire permanent. Sinon elle se dissout. Ce n'est pas solide car c'est réactif. Il existe pourtant une autre forme d'image. Une image qui ne dépend pas de la hiérarchie. Une image qui dépend de la direction. Se croire supérieur aux autres ne nécessite pas de progression. Se croire capable nécessite de se transformer. La première rassure et la seconde engage. C'est ici que la nuance est essentielle. Une croyance valorisante produit de la force, c'est sûr. Mais si cette croyance repose sur l'écrasement des autres, elle t'enferme dans cette hiérarchie. Alors que si elle repose sur une exigence envers toi-même, elle t'élève. L'histoire montre que les groupes qui se perçoivent investis d'une mission développent souvent une forte cohésion et une discipline marquée. La perception façonne l'effort. Mais ça dépasse les groupes. C'est intime et personnel. Quelle est ton histoire intérieure? Te vois-tu comme quelqu'un d'ordinaire soumis au hasard ou comme quelqu'un en expansion? Ton cerveau cherche en permanence à confirmer l'image que tu as de toi. Il filtre les informations, sélectionne les preuves et interprète les événements qui t'arrivent. Si tu te perçois comme incapable, tu remarqueras chaque erreur comme une confirmation. Si tu te perçois comme résilient, tu interpréteras l'échec comme un apprentissage. La réalité est ambiguë, incertaine, mais l'image que tu as de toi te donne une direction. C'est pour ça que certaines idéologies fonctionnent. Elles offrent une identité valorisante clé en main et répondent à l'angoisse de l'insignifiance. Et la vraie puissance vient de l'identité que tu vas construire toi-même. Tu ne deviens pas ce que tu es, puisque tu changes ce que tu es en permanence. Tu deviens ce que tu crois en réalité être. Si tu te persuades que tu es quelqu'un de discipliné, tu agiras comme tel. Si tu te persuades que tu es destiné à l'excellence, tu refuseras les comportements médiocres. Au début, ce sera artificiel.
Tu te forceras et ce sera presque un rôle que tu joueras. Mais l'action répétée crée l'habitude, et l'habitude crée la compétence. La compétence renforce l'image et le cercle devient vertueux. L'image précède, l'action confirme et la confirmation solidifie. Et ce processus fonctionne dans les deux sens. Une image dévalorisante produit des actions limitées. Une action limitée produit des résultats faibles et les résultats faibles renforcent une image faible. C'est une spirale que tu construis toi-même, montante ou descendante. Voilà comment la croyance de la supériorité rend heureux. C'est parce qu'elle brise momentanément une spirale descendante. Elle injecte de la valeur et augmente l'audace. Simplement, si elle repose uniquement sur la comparaison, elle finit par plafonner, car elle ne t'oblige pas à devenir meilleur. La véritable transformation commence lorsque l'image n'est plus relative, mais lorsqu'elle devient créatrice. Tu changes ta perception, et ta perception change ton comportement. Ton comportement change ton environnement, et ton environnement change ce que tu es. Ce n'est pas magique, c'est cumulatif. Au départ, tu joues un rôle. Tu incarnes une version qui est plus haute que la tienne. Puis cette version devient familière, tu t'en approches, et elle devient naturelle puis réelle. Ce que tu répètes, tu le deviens vraiment. La plupart des gens attendent d'être compétents pour se sentir légitimes, mais les personnes qui avancent se sentent légitimes avant d'être compétentes. Et elles utilisent cette légitimité comme un moteur pour avancer. L'image de soi devient plus un simple miroir mais un projecteur. Ton image éclaire certaines possibilités et en laisse d'autres dans l'ombre. Tu as besoin d'une image forte. Alors la vraie question que tu dois te poser, c'est quelle image choisis-tu de cultiver? Une image qui dépend des autres ou une image qui dépend de toi? Ta vision de toi-même est l'architecture de ta vie. Elle détermine la hauteur à laquelle tu te permets de penser, la taille des objectifs que tu t'autorises, le type de relation que tu acceptes et le niveau d'effort que tu tolères. Tu peux rester dans une image héritée et habituelle ou en construire une nouvelle. Et quand tu choisis consciemment une image plus élevée, tu obliges ta réalité à se conformer. La supériorité réelle n'est pas au-dessus des autres. Elle est au-dessus de ton ancien toi et de l'ancienne perception que tu as de toi-même. Parce que ce que tu crois être détermine ce que tu oses devenir. Et ce que tu oses devenir finit toujours par devenir réel.